Nous sommes en guerre. La face du monde a été changée pour toujours. Cette crise du Covid-19 qui ne semble jamais s'arrêter marquera l'histoire mondiale. 3,4 milliards de personnes ont été confinées, soit la moitié de la population mondiale. À l'heure de l'écriture de ce texte, 4 millions de personnes sont décédées des causes du coronavirus. 1 milliard de personnes ont été vaccinées. Le mot crise vient du grec krisis, qui signifie le tri, action de trier. Est-ce que cette crise est un vaste tri à l'échelle mondiale ? Les réactions que suscite le Covid-19 sont hystériques. Tout le monde a un avis sur tout en ayant une qualification sur rien. Sur ma chaîne YouTube, je vous incite à penser autrement, à entrer dans les détails afin de comprendre les raisonnements psychologiques et les émotions qu'elles suscitent. Dans le cas précis du coronavirus, il semble indéniable que le gouvernement a géré cette crise d'une manière qui fait beaucoup débattre. Quel est le but de cette gestion ? Que souhaite-t-il que nous fassions ? Qu'est-ce que cela entraîne comme réaction ? Qui paiera la facture ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil parce que je vais vous amener à réfléchir sur le fond et la forme, tout en mettant vos émotions de côté. Il va y avoir du croustillant, des infos, du concret, des faits, des polémiques. Afin de préparer cette vidéo, je me suis énormément documenté avec de nombreux reportages ainsi que plusieurs ouvrages littéraires qui m'ont aidé à la réalisation de celle-ci. J'en parlerai plus en détail en conclusion. La vérité, c'est que le gouvernement avait un plan qui a débuté en 2009. Vous êtes sur la chaîne du Disrupteur. Attachez vos ceintures. Dans l'actualité ce soir, l'alerte maximum est déclenchée contre la grippe A. L'OMS annonce le passage en niveau 6 qui signifie qu'une pandémie mondiale est en cours. On compte 27 000 cas, 141 morts. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a officiellement déclaré le 11 janvier 2009 que le nouveau virus H1N1 d'origine porcine, détecté pour la première fois au Mexique en avril, était pandémique. La grippe H1N1 est une maladie respiratoire virale qui se transmet très facilement. 3 mois plus tard, le 14 septembre, un patient de 26 ans en bonne santé meurt de la grippe H1N1 à Saint-Étienne. Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé, décide par le principe de précaution de se préparer à la pandémie en achetant 2 doses de vaccins par Français, soit 94 millions de vaccins plus 28 millions de plus par précaution. La note est entre 600 millions et 1 milliard d'euros. Persuadée de la nécessité de se faire vacciner, elle décide même de le faire devant les caméras de télévision. Sauf que l'épidémie est bien moins contagieuse que prévu, avec seulement, je mets seulement entre guillemets, 342 morts en France. Le ministre est alors accusé d'incompétence par toute la classe politique, les journalistes ainsi que tous les Français. Cet événement explique en partie les craintes de ses successeurs à en faire trop plutôt que pas assez. Le chiffre de la dépense publique a été martelé par les médias et l'opposition. Si le gouvernement dépense trop, cela sera reproché par la suite, alors même qu'avec le recul, Roselyne Bachelot avait bien fait les choses. Le nombre de masques fabriqués par la France ne fera que diminuer suite à cet événement, ce qui provoque un manque cruel lors de l'arrivée de l'épidémie du Covid-19. À partir de 2011, c'était donc après la grippe H1N1, il a été considéré que nous n'avions plus besoin de stock de cette nature parce que les moyens de production à l'échelle mondiale étaient suffisants pour assurer le coup en quelque sorte en cas de pandémie. Devant la pénurie de masques annoncée, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, déclara qu'elle ne sait pas utiliser un masque. C'est que les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi ? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je ne sais pas l'utiliser parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque, en fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. Quelques semaines après avoir annoncé aux Français qu'il n'était pas nécessaire de porter un masque pour se protéger, le gouvernement fait volte-face et oblige la population à porter le masque à l'extérieur comme à l'intérieur. Quand tous autour de vous voient comme celui qui sait, il est difficile mais indispensable d'avoir le courage, l'audace et l'éthique de dire « je ne sais pas ». Première grosse erreur de communication. Personne n'est à l'abri d'une erreur et personne n'est à l'abri de ne pas savoir. L'erreur principale réside à ne pas l'avouer. Vous sortez un produit et vous vous rendez compte qu'il y a une erreur, chercher à la cacher avec un mensonge aura de fortes chances de nuire à la confiance que les gens vous portent. Il suffit simplement de dire la vérité. Vous décevrez certainement une partie de l'audience, mais vous enverrez un message très positif pour une autre partie de l'audience. C'est exactement ce qu'il faut faire pour se construire une bonne image de marque. Le mensonge est une vision à court terme et la vérité, même si elle peut sembler défavorable, une vision à long terme. Le Disrupteur, c'est votre chaîne YouTube. Une chaîne pour briser les codes de l'entrepreneuriat de masse, sans vie et sans créativité. Pour aller à contre-courant de la pensée dominante, des poncifs et des dictates imposés.
Dans un monde marketing où la communication se clone à l'infini, il faut tirer son épingle du jeu pour attirer l'attention des clients. Plus les clones se copient, plus ils en perdent en identité. On ne devient pas une référence sur un marché en copiant les autres acteurs. Sur cette chaîne, j'analyse l'image de marques d'entreprises, d'entrepreneurs, de personnalités, de mouvements, d'événements qui marquent les esprits. J'ai créé cette chaîne pour vous donner les clés pour que vous puissiez vous différencier afin de devenir le leader de votre marché en étant innovant et créatif. Chaque vidéo me nécessite plusieurs jours de travail. C'est le prix à payer pour fournir un contenu de qualité. Pour continuer mon travail, j'ai besoin de vous. Si vous appréciez ces vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications en cliquant sur la cloche. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci. Le gouvernement français ne sera pas le seul à jouer l'indifférence par rapport à la propagation du virus. Donald Trump, craignant pour l'économie qui fonctionnait plutôt bien et donc qui était en faveur de sa potentielle réélection, qualifie le Covid-19 de grippe. À l'heure de l'écriture de cette vidéo, c'est le pays qui comptabilise le plus de décès, 620 000. Donald Trump attrapera le virus quelques semaines plus tard et changera d'avis concernant sa politique vis-à-vis du virus. Boris Johnson, Premier ministre anglais, a eu le même comportement. Il attrapera le virus quelques semaines plus tard et changera d'avis concernant sa politique vis-à-vis du virus. Jair Bolsonaro, je ne suis pas sûr de la prononciation, président du Brésil, déclara « On est en train d'exagérer sur ce virus ». À l'heure de l'écriture de cette vidéo, le virus a fait près de 400 000 victimes au virus. Quelques semaines plus tard, le président du Brésil sera aussi contaminé. Il changera d'avis concernant sa politique vis-à-vis du virus. La ligne de conduite de ces représentants politiques est d'incarner la force, la virilité. Rien ne peut les atteindre et rien ne peut atteindre leur manière de diriger. Sauf le Covid-19, puisque celui-ci ne fait aucune distinction de classe sociale, de sexe ou de couleur de peau. Y a pas de couleur pour aimer, pas de couleur pour souffrir, pas une couleur qui t'empêche de mourir. Selon le dictionnaire Larousse, voici la définition du mot guerre. Lutte armée entre États. La guerre entraîne l'application de règles particulières dans l'ensemble des rapports mutuels entre États. Elle commence par une déclaration de guerre ou un ultimatum et se termine par un armistice et en principe par un traité de paix qui met fin à l'état de guerre. Lors de son allocution en mars 2020, le président de la République Emmanuel Macron prend toute la mesure de l'évolution de ce virus en déclarant à multiples reprises que la France est en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Quelques semaines auparavant, Emmanuel Macron visite l'hôpital où était décédé le premier malade du Covid-19. La visite se déroule sans aucun geste barrière ni aucun masque. Éric Combes, responsable des maladies infectieuses à l'hôpital de la Salpêtrière, interpellait le président pour lui indiquer que la situation semblait critique et qu'elle pourrait ressembler à ce qui se passe à l'époque en Italie. Ce pays est en pleine tourmente face à la pandémie. Combien de personnes sont infectées et combien parmi ces personnes infectées, combien restent asymptomatiques? Probablement beaucoup. Combien font des petits symptômes? Un peu plus. Et combien font des signes des maladies graves? Beaucoup, beaucoup moins. Mais on ne connaît pas le pourcentage exact. Donc c'est un vrai problème. Mais mettons que ce pourcentage est de 0,1%. Ben, si on a 1000 personnes, le système n'aura aucun problème pour prendre ça en charge. Mais si c'est 1 million de personnes ou 10 millions de personnes dans un espace très réduit de temps, là, on va avoir de grosses difficultés à les prendre en charge. Le gouvernement français ne semble pas prendre à sa pleine mesure l'événement historique qui se prépare. Il est victime du biais de normalité. De par les expériences du passé, on en tire des moyennes qu'on incorpore à notre histoire subconsciente et on en tire une normalité. Celle-ci tend à croire que les choses fonctionneront à l'avenir comme elles ont fonctionné normalement par le passé et donc à sous-estimer les éventuelles catastrophes. Cet événement est amplifié par le phénomène du mort kilométrique, les médias accordant plus d'importance aux victimes d'un drame en fonction de la distance qui les sépare du téléspectateur, auditeur ou lecteur. La Chine étant à plus de 8000 km de la France, cela ne peut nous atteindre. En parlant de la Chine, celle-ci contrôle totalement son information ainsi que ses chiffres en minimisant les dégâts du début de l'épidémie, ce qui ne fait que renforcer le sentiment que la pandémie ne pourra atteindre l'Europe. Le nombre de morts communiqués par la Chine est certainement en dessous de la réalité. Additionner tous ces facteurs permet de comprendre pourquoi le gouvernement n'a pas su être à la hauteur du début de cette crise. La France possède le meilleur système de santé au monde est une phrase que l'on entend à longueur de temps. Pourtant, la pénurie de masques, de tenues de protection, de masques à oxygène démontre tout le contraire. La Chine, l'usine du monde, fabrique les médicaments, les masques et les tenues de protection. Le virus vient de chez eux et c'est pourtant eux qui fourniront de quoi nous protéger de celui-ci. C'est un retour au réel assez violent. Le confinement rétablira les frontières qui étaient de base abolies avec l'Europe. Le nationalisme sera une des solutions apportées des gouvernements face au Covid-19. Face à l'urgence, c'est le retour de la nation et d'un repli sur soi-même. La mondialisation ne résout pas tous les problèmes. Et l'Europe, encore moins. Les masques qui devaient arriver en France sont achetés cash par les Américains directement sur le tarmac. Les personnalités se révèlent dans les moments difficiles et il en va de même pour le comportement des États. À l'heure où j'écris cette vidéo, nous sommes à plus d'un an de crise et on peut se poser logiquement des questions quant à la gestion de la pandémie par les différentes nations. On remarque que les régimes autoritaires ont globalement mieux géré la crise que les régimes démocratiques. Là où l'individu se plie à la collectivité, le virus est mieux contrôlé. Pourquoi la Chine marche bien? Les Chinois sont très citoyens.
d'autre part, dans le cas où ils ne le sont pas, on a beaucoup de gens pour les rendre citoyens. Ailleurs, où l'individu souhaite d'abord être reconnu comme identité seule par rapport à la collectivité, l'État a plus de mal à endiguer la propagation du virus. La stratégie asiatique concernant le virus semble beaucoup plus agressive que l'Europe. Cette dernière en a d'ailleurs beaucoup débattu pendant que les Asiatiques combattent de manière collective le virus. Les expériences du passé des pays asiatiques concernant des virus comme le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, maladie de la même famille que le coronavirus, en 2003, ont permis une meilleure gestion de cette crise. Est-il possible d'appliquer le même type de mesures et de conditions en cas d'événements exceptionnels à une population européenne et plus spécifiquement française est une question qui reste bien évidemment en suspens. Pendant ce temps, Emmanuel Macron ressent la peur et l'angoisse de son peuple. Nous sommes en train de vivre des jours difficiles. Nous ressentons tous en ce moment la peur, l'angoisse pour nos parents, pour nous-mêmes. La peur et l'angoisse sont évidemment des leviers qui permettent de manipuler les foules. On verra dans la partie suivante de cette vidéo que c'est très intéressant dans la manière d'utiliser la propagande pour pouvoir influencer le comportement d'un groupe. Très utile pour la politique, mais aussi pour l'entrepreneuriat. Pour ce dernier, je vous donnerai un exemple très précis dont vous avez forcément entendu parler en tant qu'entrepreneur. Les changements d'informations successifs concernant la provenance du virus, l'utilisation des masques, la dangerosité du virus entraînent une défiance du peuple envers les dires du gouvernement. Sa communication virevolte en fonction des événements, alors que les événements devraient virevolter en fonction de sa communication. Le gouvernement semble pris dans une spirale qui l'aspire sans aucun contrôle. Quoi qu'il se passe au sein d'une entreprise, on peut comparer le gouvernement à une entreprise. On ne peut réagir uniquement en fonction de ce qui se passe autour de nous. La guerre des prix fait souvent rage dans un marché concurrentiel. Il y a deux manières de s'extraire de cette guerre, en tirant les prix vers le bas et en s'alignant sur la concurrence ou en continuant sa stratégie. Même s'il faut garder un œil sur ce qui se passe sur son marché, on ne peut en aucun cas définir sa stratégie de communication en fonction des événements et surtout de la concurrence. Une fois le plan défini, il faut s'y tenir. En avril 2020, le président de la République prend note de ces problèmes et déclare qu'il a fait le nécessaire pour la suite. Alors, étions-nous préparés à cette crise? À l'évidence, pas assez. Dès l'instant où ces problèmes ont été identifiés, nous nous sommes mobilisés. Nous aurons, imaginez-le, multiplié par 5 la production de masques pour nos soignants en France. Et nous aurons produit 10 000 respirateurs supplémentaires de plus sur notre sol. Comme Jacques Chirac disait, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Plusieurs mois après, la France est équipée de suffisamment de masques, non sans mal, même si un vent contestataire revendique que le port du masque n'est pas nécessaire. Il ne faut pas oublier que précédemment, nous avons vu que si la France n'avait pas fait de masques, c'était de l'unique responsabilité de nos gouvernants, qui avaient peur de tomber dans le syndrome Bachelot. Ils ont donc dirigé par les émotions et non par les faits. Je sais que je le répète souvent dans mes vidéos, mais en aucun cas les émotions doivent dicter une stratégie de communication. Avoir peur de mal faire n'indique pas que vous allez mal faire. Vous avez juste peur et la peur est mauvaise conseillère. Les 10 000 respirateurs prévus pour désengorger les urgences des hôpitaux sont-ils arrivés? J'ai pas trouvé l'information, mais ce qui est certain, c'est que les urgences sont toujours surchargées. Sont-ils surchargés uniquement à cause du Covid? Selon les chiffres fournis par le ministère de la Santé, le 16 mars 2018, 97 hôpitaux sur les 650 publics ou privés qui ont une structure d'urgence avaient activé le plan hôpital en tension. Le plan d'économie et de suppression de 100 millions en 20 ans a créé une tension permanente dans les urgences d'aujourd'hui. En 2003, avec la forte canicule que la France a subie, les urgences étaient déjà débordées. Les couloirs des urgences de l'hôpital Saint-Antoine sont déjà submergés de brancards et il n'est que 9 h ce matin. Principalement des personnes âgées déshydratées, déjà malades et que la canicule affaiblit davantage. Une situation catastrophique qui aurait, selon les médecins urgentistes, provoqué la mort de 50 personnes en 4 jours à Paris. Le président Macron avait raison, nous assistons à une guerre, mais pas celle que l'on croit. Il s'agit d'une guerre de communication. Pour en revenir à l'exemple de Donald Trump, celui-ci politise l'épidémie avec pour objectif de se faire réélire. La Chine utilise la pandémie pour montrer à quel point ils sont un grand pays parce qu'ils ont réussi à la contrôler rapidement. Emmanuel Macron montre qu'il gère parfaitement la crise avec en ligne de mire les élections présidentielles de 2022. Mais le gouvernement n'est pas le seul dans ce cas. Cette guerre de communication est aussi au cœur des médias. Leur objectif n'est pas de diffuser des informations pertinentes et validées, mais plutôt de générer de l'audience et des clics. Aujourd'hui, être politicien est devenu une carrière, un métier, ce qui peut amener à dénaturer l'essence même de cette fonction. La politique a donc un but, une volonté qui est dictée par ses actes. Il en est de même avec les médias. L'information devient un produit de consommation. Cette société consumériste, est-ce qu'elle n'a pas atteint aussi notre système médiatique et finalement les journalistes et les rédactions et parfois les directions de rédaction, on va dire, qui ne sont plus dirigées parfois par des journalistes? Nicolas Bétou, je vous pose juste la question. Quand on voit parfois sur
d'une chaîne d'information, effectivement, un produit d'information considéré comme un objet de consommation, c'est-à-dire qu'il alimente l'audience, donc je l'utilise. On ne traite plus parfois les sujets qui sont essentiels pour les Français, mais ceux qui potentiellement font du public. L'être humain a une capacité incroyable à oublier rapidement. Lors du premier confinement, j'ai été amené à me déplacer dans le sud de la France. J'ai donc dû prendre le TGV à Paris. Lorsque je suis monté dans celui-ci, il y avait une véritable ambiance de guerre. Tous les passagers étaient dans une file, tous espacés d'1 mètre, qui étaient contrôlés par des militaires. Tout le monde se regardait bizarrement en chien de faïence en évitant tout contact. Quelques mois plus tard, avec un confinement supplémentaire et des nouvelles mesures sanitaires comme le couvre-feu, le comportement des Français a totalement changé. Nous avons une capacité à nous adapter qui est très rapide. Lors du premier confinement, nous avions peur. Et moi le premier d'ailleurs. C'était un événement exceptionnel et les informations ne cessaient de relayer les chiffres au jour le jour du nombre de cas qui augmentait de manière exponentielle. On va voir le détail des chiffres dans la suite de cette vidéo. Vous verrez dans cette partie qu'il est une nouvelle fois question d'interprétation des chiffres. On pourrait dire de manipulation des chiffres, même si ce mot peut être connoté. En 1990, les consommateurs s'inquiètent de la transmission de l'encéphalopathie spongiforme bovine, c'est pas très facile à dire, à l'homme via l'ingestion de ce type de viande. Des carcasses bovines et de cadavres d'animaux sont utilisés pour créer une farine animale qui, une fois obtenue, sert à l'alimentation des bovins. 27 personnes décéderont suite à la maladie en France dite de la vache folle. Suite à ce scandale, la consommation de viande en France chute de manière vertigineuse. Plus de 20 ans plus tard, tout le monde a quasiment oublié et la consommation de viande est repartie à la hausse. Il y a de fortes chances que nous oublions les leçons à tirer de la crise du coronavirus. Comme cette vidéo est plutôt longue et rentre vraiment dans les détails, j'ai décidé de vous faire un plan d'action qui résume les parties les plus longues avec les points à retenir et à appliquer pour votre entreprise. Premièrement, il faut prendre la juste mesure des erreurs du passé. Que ce soit dans le positif ou dans le négatif, il faut faire la balance pour pouvoir en tirer des conclusions. Le cas du ministre de la Santé de l'époque, Roselyne Bachelot, montre bien qu'avec le recul, elle avait raison. La gestion de la crise sanitaire par les pays asiatiques habitués à gérer les épidémies démontre de leur qualité à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Deuxièmement, en aucun cas vous devez mentir. Si un jour le cas de figure se présente à vous, repensez à la gestion de la fabrication des masques par le gouvernement. Au lieu de dire la vérité en avant qu'il y a une pénurie et qu'il y a une mauvaise gestion, le gouvernement a préféré prendre le peuple français pour des imbéciles en leur disant que porter un masque pouvait être dangereux. Dire la vérité peut être coûteux en énergie, c'est vrai. Vos opposants ou concurrents en profiteront pour pointer cette erreur du doigt. Mais à contrario, le lien avec les personnes qui vous apprécient, qui ont confiance en votre marque, sera fortement consolidé. Troisième point, méfiez-vous du biais de normalité. Ce n'est pas parce que tout va fonctionner de la même manière dans le passé que cela va se produire de la même façon dans le futur. Ce biais vous empêche de voir l'arrivée d'un concurrent disruptif sur votre marché. Il faut toujours rester aux aguets et ne pas prendre les faits du passé comme moyenne. Quatrième point, ne jamais remettre à un tiers l'exclusivité de sa production. L'exclusivité des masques et des tenues de protection était fabriquée par la Chine. La France est donc dépendante de celle-ci. Avec l'arrivée de cette catastrophe, elle s'est rendue compte à quel point cela pouvait être dangereux. Il en est de même pour vos produits. Si l'entièreté de votre production dépend d'un tiers, si celui-ci décide d'augmenter les prix ou d'arrêter la production, vous vous retrouverez dans une position très délicate. Cinquième point, il ne faut en aucun cas définir sa stratégie de communication en fonction des événements et surtout de la concurrence. La peur est mauvaise conseillère. Si votre concurrent principal a décidé de baisser drastiquement ses prix et que vous vous alignez dessus, votre image de marque et positionnement sera le même. Comment alors vous différencier? Sixième et dernier point, nous oublions tous même les pires choses. Tenter de nouvelles choses peut nous effrayer. Au pire, vous affronterez un échec. Mais avec le temps, qui s'en souviendra à part vous? Le 17 mars 2020, Emmanuel Macron annonce le confinement total de la France. Avec le recul, comment une population accepte sans aucune vague cette décision unique dans l'histoire du pays, alors que pour une simple augmentation de carburant, le pays avait vécu des manifestations successives très violentes avec les Gilets jaunes. Étienne de la Boétie, écrivain humaniste français, célèbre pour son discours de la servitude volontaire, a décrit ce phénomène. La servitude volontaire est la seule vraie grande aspiration des masses, laissant l'héroïsme et l'abnégation aux besoins d'une aristocratie spirituelle et morale peu enthousiasmant et si peu partagé. Qu'est-ce que ça veut dire? Le groupe remet les décisions globales de sa vie entre les mains d'une institution qu'il pense être au fait des tenants et aboutissants qu'il ne peut maîtriser. Comme un enfant qui pense que ses parents connaissent tout sur tout et donc qui sont à même de prendre les bonnes décisions. Le gouvernement a pour obligation de protéger la population d'elle-même. On peut s'en rendre compte avec un simple exemple. Nous avons le droit de vote.
Mais qui lit réellement les programmes des candidats à la présidentielle? Nous nous en remettons donc aux bribes d'idées que l'on peut voir d'un candidat lors de passage dans divers médias. Certains peuvent même assigner la communication du gouvernement concernant la gestion du Covid-19 à de la propagande. Ce qu'il faut retenir, c'est que la propagande est universelle et permanente. Elle revient à embrigader l'opinion publique exactement comme une armée enrégimente les corps de ses soldats. À force de marteler des idées, elles entrent dans le cerveau des gens qui les écoutent, surtout de ceux qui veulent les croire, et ainsi on peut définir d'une politique. La propagande est présente tout autour de nous et modifie les images mentales que nous avons du monde. Le groupe, une fois constitué, permet d'avoir évidemment plus d'influence. Si vous êtes seul dans votre coin, vous avez moins d'influence qu'en groupe. Mais le groupe n'a pas les mêmes caractéristiques psychiques que l'individu. Un jugement personnel seul n'intervient pas dans une décision. En réalité, ce jugement est un mélange d'impressions gravées en lui par des influences extérieures qui contrôlent ses pensées à son insu. Alors, quand j'ai employé le mot propagande, peut-être que votre cerveau a certainement réagi de manière négative. Ce mot est associé à de mauvaises périodes de l'histoire. Et pourtant, il façonne également d'autres moments. La propagande ne cessera jamais d'exister. En tant qu'entrepreneur, nous devons comprendre qu'elle offre l'outil moderne dont nous devons nous servir à des fins productives pour créer un mouvement. Propagande, ce n'est pas forcément péjoratif. Est-ce que mettre des tracts dans les boîtes aux lettres pour indiquer qu'une nouvelle salle de sport ouvre à des prix défiant toute concurrence, c'est de la propagande? Si on prend la même idée avec des tracts politiques, on pourrait assimiler ça à la propagande. Pourtant, c'est à peu près la même chose. D'un côté, on vend un service et de l'autre, on vend des idées. Même si la publicité est liée au commerce, tandis que la propagande relève essentiellement du politique, elle s'applique quasiment de la même manière. Ce qui est certain, c'est qu'à partir d'un moment où une personne a suffisamment d'influence pour entraîner une partie de la population, un groupe, au moins pour une durée donnée et dans un but précis, cela amène à créer des mouvements d'influence. Francis Lalanne, ancien chanteur et maintenant porte-drapeau des anti-masques et des anti-vaccins, utilise sa notoriété pour créer un groupe et diffuser ses idées. Carlos Alberto Brusa, ex-avocat des footballeurs, s'est reconverti dans la lutte contre la dictature, je mets la dictature sanitaire entre guillemets, en devenant le porte-parole des anti-masques. Ce type de personnalité a profité de la crise pour étendre son influence. On en parlera plus en détail dans la partie complotisme, qui est une partie obligatoire à traiter concernant le sujet du coronavirus. Que ce soit le gouvernement ou la population, tout le monde réagit à peu près pareil. Elisabeth Kubler-Ross, psychiatre, pionnière de l'approche des soins palliatifs pour les personnes en fin de vie, déterminera 5 stades successifs des personnes confrontées à la mort, tant individuellement que collectivement. Premier stade, le déni. Non, je ne vais pas mourir de la pandémie, ce n'est pas du sérieux. Second stade, de la colère. Qui est responsable de ma mort? Ce stade est le terreau de nos amis complotistes dont nous parlerons plus tard dans la suite de cette vidéo. Troisième stade, la négociation. Que faut-il que je fasse pour échapper à ce sort? C'est la résignation et la soumission par la peur. Idéal pour soumettre un groupe à des mesures plus sécuritaires. Quatrième stade, le découragement. À quoi bon lutter? Période de déprime stérile. Cinquième stade, la sublimation. Bon, c'est ainsi, alors qu'est-ce que je peux faire de positif et de constructif? Ce stade n'est pas encore très prisé par nos populations. Soyons honnêtes. Êtes-vous déjà passé par un de ces stades? Écrivez-le dans la zone commentaire là en dessous de la vidéo, ça m'intéresse de connaître votre avis. La douleur et l'angoisse ressenties face à la crise du coronavirus peut être mise en parallèle avec la douleur et l'angoisse ressenties par une personne qui a un problème et qui cherche une solution à celui-ci. C'est comparable à ce que décrit le psychiatre Elisabeth Kubler-Ross. Bien évidemment, la solution à son problème, c'est votre produit. Votre cible passera par plusieurs niveaux de conscience. Le premier, elle n'a aucune connaissance de son problème. Le second niveau, elle a connaissance de son problème, mais ne connaît pas la solution. Elle n'a pas connaissance de l'existence de votre produit. Le troisième niveau, la cible a conscience de son problème et connaît votre produit. La stratégie de communication est à adapter en fonction du niveau où se situe la personne que vous souhaitez viser. Parler de masques à des Français qui ne sont que très peu impactés par une épidémie qui est à l'autre bout du monde, ce n'est pas approprié puisque la population n'a pas connaissance du problème. Que ce soit pour le gouvernement ou pour un produit, on se fie à ce qu'on perçoit comme autorité dans son domaine. Une autorité reconnue par tous, ou du moins en apparence, nous incite à l'écouter. En tant que leader, nous devons démettre des doutes. Ce n'est pas parce que vous voyez de multiples publicités d'une marque que celle-ci a pignon sur rue. J'entends d'ailleurs souvent mes clients me dire « si je vois très souvent la publicité d'une marque, c'est que le produit de celui-ci fonctionne. Sinon, la campagne de pub serait arrêtée. » C'est sans doute vrai, et c'est aussi peut-être faux. Prenons le problème à l'envers. Décide de lancer un nouveau produit avec une très grosse campagne de pub qui vante les mérites d'un programme en ligne qui apprend aux gens à devenir indépendants financièrement. J'ai pas pris n'importe quel exemple. Puisque le prospect n'arrête pas de me voir en publicité, c'est que mon programme fonctionne. Sinon, je dépenserai pas autant d'argent pour cette publicité. Je suis donc crédible et alors, on peut acheter mon produit. L'argent de ce produit sert à alimenter la publicité. La boucle est bouclée, le cercle est vertueux. En tous les cas, pour l'entrepreneur qui fait la publicité. C'est pourquoi il est indispensable d'aiguiser son sens critique et d'émettre des doutes même face à l'autorité. L'expérience de Milgram évalue le degré d'obéissance d'un citoyen devant une autorité qu'il juge légitime et permet d'analyser le processus de soumission à l'autorité. Voici comment elle se déroule. Dans cette scène se trouvent 3 personnages. Un élève qui s'efforce de mémoriser les listes de mots. Un enseignant qui dicte les mots à l'élève et vérifie les réponses. En cas d'erreur, l'enseignant envoie une décharge électrique destinée à faire souffrir l'élève. Un expérimentateur qui représente
représente l'autorité officielle vêtue d'une blouse grise du technicien et sûr de lui. L'expérimentateur et l'élève sont en réalité deux comédiens. L'enseignant est en réalité la seule personne à penser que tout est réel. On juge ici son niveau d'obéissance. Il doit poser une succession de questions à l'élève. Si celui-ci ne répond pas correctement, il actionne une manette qui lui inflige une décharge électrique. Cette décharge électrique est testée au préalable par l'enseignant pour accroître le degré de réalité de l'expérience. L'élève et l'enseignant ne se voient pas. Ils sont séparés par une maigre cloison qui laisse passer les sons. C'est important pour la suite. Les questions se succèdent et l'élève n'y répond pas correctement. L'enseignant inflige donc des décharges électriques qui augmentent de 15 volts à chaque mauvaise réponse. Il est obligé d'annoncer à haute voix la tension correspondante avant de l'appliquer. Évidemment, les chocs électriques sont fictifs. Le comédien, qui simule la souffrance, a reçu les consignes suivantes. À partir de 75 volts, il gémit. À 120 volts, il se plaint à l'expérimentateur qu'il souffre. À 135 volts, il hurle. Et à 150 volts, il supplie d'être libéré. À 270 volts, il lance un cri violent. À 300 volts, il annonce qu'il ne répondra plus. Toute absence de réponse est considérée comme une erreur soumise à une décharge électrique supplémentaire. Au stade de 250 volts, la majorité des enseignants manifestent des doutes et interrogent l'expérimentateur qui est à leur côté. L'autorité mise en place qui est caution du sérieux de l'expérience. Celui-ci rassure l'enseignant en lui affirmant qu'il n'est pas tenu responsable des conséquences. À noter qu'avec une décharge de 250 volts, cela peut provoquer la mort. Si le sujet souhaite toujours s'arrêter après ces 4 interventions, l'expérience est interrompue. Sinon, elle prend fin quand le sujet a administré 3 décharges maximales 450 volts à l'aide de manettes faisant mention de « attention, choc dangereux ». À la stupéfaction des chercheurs, 62% des gens se soumettaient aux ordres en soumettant des décharges électriques ultimes, même si l'élève hurlait de douleur ou ne répondait plus. Quand l'autorité nous paraît légitime, nous nous soumettons à des décisions en annihilant tout raisonnement normal. Le lien de l'expérience en totalité se trouve dans la partie ressources sous cette vidéo. La vidéo dure 1h30, mais je vous invite vraiment à la regarder car c'est très intéressant à observer comment nous nous soumettons à l'autorité. Avec ces divers éléments, on peut donc comprendre pourquoi un groupe accepte des décisions qui peuvent aller à l'inverse de leurs convictions profondes. Il ne s'agit pas de contester pour contester à tout va, mais de simplement se poser des questions. Ces questions amènent à différents types de réactions. Quand tout va bien, le groupe se laisse aller facilement à l'autorité. Par contre, quand tout va mal, il est plus délicat de diriger. Lorsque vous allez avoir des succès avec votre business, tout le monde voudra une part de celui-ci. Mais lorsque vous aurez des échecs, vous serez tenu pour responsable. C'est classique pour les leaders et il faut en avoir conscience. La propagande est utile pour une entreprise. Par exemple, aujourd'hui, les placements de produits qui sont utilisés avec les influenceurs sur Instagram peuvent être assimilés à de la propagande. Ils utilisent leur influence pour pouvoir manipuler l'opinion des personnes qui les suivent concernant un produit. Il vous faut absolument trouver votre groupe d'influence, un groupe utile pour votre produit. Vous vendez un robot pour faire de la cuisine, entrez en contact avec des personnes qui font des recettes via des groupes Facebook par exemple. En publiant du contenu de qualité pour eux, vous arriverez à créer votre propre groupe. Si vous étiez seul dans votre coin, vous aurez moins d'influence que si vous étiez en groupe. La stratégie de communication est à établir en fonction du niveau de conscience visé. Vous ne vous adressez pas de la même manière à une personne en fonction de son état de conscience. Si une personne n'a pas conscience de son problème, il est inutile de faire une publicité qui vante les qualités de votre produit. Une publicité qui l'inviterait à prendre conscience de son problème serait la mieux venue. Suivre l'autorité est obligatoire dans notre société, mais la suivre aveuglément n'est pas recommandé. Ce n'est pas parce que c'est un expert qui vous le dit qu'il faut le tenir pour acquis. L'expérience de Milgram prouve à quel point on peut s'en remettre facilement à l'autorité pour accomplir des actes irrationnels. Ceux qui s'y aventuraient et les affrontaient étaient tués sur le champ. Et seulement 2 hommes ont réussi à survivre. La peur entraîne des réactions irrationnelles. À l'annonce du premier confinement, le groupe a perdu toute rationalité dans ses raisonnements. Souvenez-vous, ce n'est pas si lointain que ça. On voyait des gens se battre pour du papier toilette ou des paquets de pâtes. Dans un autre magasin, ces 2 femmes se battent pour obtenir le dernier paquet de papier toilette. Le rayon a été dévalisé. L'une des 2 clientes a pourtant son caddie déjà rempli. Des scènes qui sont la conséquence d'une psychose grandissante face à l'épidémie de coronavirus. Forcément, en cas de crise, il nous faut déterminer un bouc émissaire. On en parlera plus en détail dans la suite de cette vidéo. Dans ce cas précis, il y a un bouc émissaire tout trouvé, les Asiatiques. Le virus venant de Chine, les Asiatiques sont donc une cible idéale pour une personne qui sent qu'elle peut mourir de ce virus. C'est le second stade du psychiatre Elisabeth Kubler-Ross qui est responsable de ma mort. Ma mère, elle a eu quelqu'un qui a craché à elle. 我妈妈在下班的路上，在快线上遇到有人朝她人身攻击，朝她吐口水。我妈妈非常的害怕，她回来都哭了，然后我们很生气。
Lorsque tout va bien, la collectivité prime sur l'individu, mais lorsque tout va mal, l'individu prime sur la collectivité. Là encore, on peut voir que les émotions ne sont pas bonnes conseillères. Réagir avec pragmatisme peut être difficile, surtout en temps de crise. Un produit ne se vend pas ? On le retire de la vente. Des difficultés de trésorerie ? On coupe les budgets qui ne nous paraissent pas nécessaires. Toute la difficulté réside ici. Il faut suivre la stratégie que l'on s'est fixée. Ce chemin est bardé d'embûches, que ce soit par des pressions psychologiques qui nous amènent à changer de stratégie, par de nouvelles tendances, ou par des événements qu'on peut qualifier d'échecs. Comme un bon capitaine, on doit tenir la barque de son navire même si la tempête fait rage. La peur devient un argument commercial lorsqu'il n'y a aucune consistance dans la stratégie. En 2018, le Parlement européen vote le règlement général sur la protection des données, le RGPD. Face à l'utilisation massive des données récoltées via les réseaux sociaux, l'Europe décide d'agir en la réglementant. Votre site, vos pages, vos listes de contacts doivent donc être conformes au RGPD. Maintenant, quand vous vous rendez sur un site internet, il y a un pop-up qui s'ouvre pour vous demander si vous acceptez que l'on utilise les cookies concernant votre navigation. Beaucoup d'entreprises ont surfé sur cette peur pour vendre leurs services. Le marketing de la peur agissait ainsi. Si vous n'êtes pas conforme au RGPD, vous pouvez avoir des amendes, donc achetez notre produit qui est validé par celui-ci, vous serez à l'abri. Les différentes classes de médecins, l'ordre des médecins, l'OMS, les médecins d'organismes privés, les médecins de proximité n'arrivent pas à se mettre d'accord. La voix discordante des médecins ajoute encore de la confusion à la compréhension. Les anti-masques et les anti-vaccins s'appuient sur les propos de médecins dissidents vis-à-vis du gouvernement. Mais je pense que ce n'est pas efficace. D'abord parce qu'on les manipule trop, d'abord parce qu'on ne les change pas assez, et parce que c'est un virus, c'est pas une bactérie, c'est pas un microbe, c'est un virus. On l'a vu précédemment, c'est une guerre de communication, mais c'est aussi une lutte pour imposer ses idées. On a tendance à chercher des arguments qui valident ce que l'on croit. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Ce biais cognitif consiste à privilégier les informations confirmant nos idées préconçues ou nos hypothèses et ou à accorder moins de poids aux hypothèses et informations jouant en défaveur de nos conceptions. En gros, on n'a pas envie de changer d'avis, on n'a surtout pas envie que l'on nous démontre que l'on a tort. Vous êtes anti-port du masque, vous êtes plutôt sensible d'entendre et de comprendre des avis qui vont dans ce sens. Et c'est exactement la même chose dans le cas contraire. Les réseaux sociaux vont également dans ce sens puisque selon votre comportement, l'algorithme décide de vous faire voir des contenus qui sont susceptibles de vous plaire. Ils sont ainsi devenus des défouloirs de l'esprit où se déversent à profusion des angoisses de notre société. Alors, il suffit de prendre un post lambda sur Facebook, de regarder les commentaires pour tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Que ce soit sur un post, sur un petit chaton abandonné ou les élections présidentielles, il y aura toujours des gens énervés en commentaire qui pensent détenir la vérité. Les réseaux sociaux alimentent toutes les théories fantasmagoriques. Elles vont de Bill Gates qui aurait inventé le virus pour pouvoir contrôler la population à des injections de nanoparticules dans le vaccin pour devenir un récepteur 5G pour pouvoir vous tuer à distance. Les vidéos qui relaient ce type de théorie ont été vues des millions de fois sur Internet. Évidemment, il est toujours plus facile de regarder la vidéo et d'en absorber son contenu que d'aller faire des recherches concernant les thèses exposées dans cette vidéo. On n'a pas besoin d'aller bien loin pour se rendre compte que le fantasme autour de Bill Gates provient d'une vidéo publiée en 2015 où il intervient dans le format TED. Il prédit que la prochaine catastrophe mondiale ne sera pas une guerre mais plutôt l'arrivée d'un virus. A noter que dans cette intervention, il réagit au virus Ebola qui sévit en Afrique. Il ne faut pas oublier que plus un sujet est partagé, commenté sur les réseaux sociaux, et plus il est possible d'en tirer une rétribution. D'où l'intérêt de faire des vidéos qui susciteront des réactions. Un sujet peu racoleur ne fait pas vendre. On veut nous manipuler pour nous tuer, c'est tout de suite plus attrayant. Est-ce qu'il s'agit d'une conspiration mondiale? Je vous donne tout de suite toutes les preuves qu'à la tête de notre gouvernement se trouvent des reptiliens. Avant de vous donner toutes les preuves que notre gouvernement est dirigé par des reptiles, résumons la partie que nous venons de voir. En aucun cas, la peur ne peut diriger nos décisions. Il est indispensable de prendre du recul lorsque quelque chose se passe mal au sein de notre business. Prendre quelques heures pour réfléchir avant de prendre une décision est plus sage que de réagir uniquement sur le coup des émotions et de la peur. Il est toujours très facile de trouver un bouc émissaire lorsque quelque chose se passe mal. En réalité, ce n'est pas très productif. Parce que non seulement nous perdons du temps à le chercher, mais cela n'apporte aucune valeur à la société. À l'époque où les réseaux sociaux vont très vite, parce que beaucoup de personnes veulent parler plus rapidement qu'ils ne pensent, il faut être prudent pour ne pas être dissonant dans son discours. Assurez-vous de ne pas changer d'avis toutes les 2 secondes parce que votre audience s'en rendra compte. Le biais de confirmation vous incite à chercher uniquement des arguments qui valident ce que l'on pense. La richesse d'un raisonnement se construit surtout avec des personnes qui ne pensent pas comme vous. Il est toujours intéressant d'écouter des points de vue différents afin d'avoir une ouverture d'esprit plus grande. Je ne pouvais pas faire une vidéo sur le Covid-19 sans parler de toutes les théories du complot qui l'entourent. Vu que c'est un événement majeur et historique, on peut retrouver tout un lot de théories qui enveloppent
cette épidémie. Il n'y a pas encore si longtemps que ça, nous étions à peine plus évolués que des animaux et nous vivions dans des cavernes. Le danger était partout autour de nous. Nous devions donc être très prudents. Une prudence qui allait même à l'excès, tendant à la paranoïa. Cette paranoïa était justifiée puisqu'il en allait de la survie du groupe. Les gars, je crois que j'ai vu un lion dans le coin. Ah ouais, c'est chaud. Bon, on va rester bien au chaud dans la caverne à regarder Netflix. Aujourd'hui, cet excès de paranoïa n'est plus utile. Nous ne vivons plus dans la crainte perpétuelle d'être exposés à la morsure fatale de quelques bêtes sauvages. Mais nous gardons quand même cet excès de paranoïa qui peut nous amener à faire des choix irrationnels et stupides. Revenons à la définition même du terme comploter. Préparer secrètement et à plusieurs une action répréhensible. Le complot n'apprécie pas le doute. Le sceptique a conscience de ses doutes. Il peut même douter de ses propres doutes. Au contraire, le complotiste est en effet généralement sûr de lui, quitte à surestimer ses capacités d'analyse et de raisonnement. On l'a vu tout à l'heure, il est plus facile pour un groupe de dépendre d'une décision, d'une autorité qu'il a lui-même validée, plutôt que d'essayer de comprendre tous les détails qui amènent à cette décision. Essayez de lire un texte de loi et je vous mets ma main à couper que vous allez finir votre dernier tube de Doliprane. L'annonce d'une pandémie est quelque chose de choquant et de traumatisant. C'est un moment de sidération et de vulnérabilité, de fragilité qui est susceptible d'amener une facilité de réflexion, le complotisme. Surtout que le principe même de ce dernier est d'exploiter les zones d'ombre pour les retourner en preuve d'une conspiration. Plus il y a de doutes, plus le complotiste est certain de sa théorie. C'est une sorte de négation du doute. Mais le doute est essentiel dans le cheminement d'un raisonnement. Céder aux sirènes de la facilité, c'est céder aux sirènes du conformisme. Pour lutter contre le conformisme, vous avez un lien en description qui vous donne accès à un cours gratuit sur le sujet. Vous avez juste à cliquer sur le lien, rentrer votre email et suivre le chemin pour pouvoir y accéder. On se soumet à une autorité sans réfléchir parce que c'est une autorité, comme dans le cas de l'expérience de Milgram. Il s'agit forcément d'une conspiration parce que nous avons la flemme d'aller chercher les informations dans le détail. C'est donc la théorie du complot. Sur cette chaîne YouTube, j'essaie toujours de pousser les raisonnements un peu plus loin pour vous aider à être des leaders sur votre marché. La facilité n'est pas un engrenage de l'excellence et l'excellence ne peut être fabriquée à la chaîne. Il faut toujours prendre du recul pour nous permettre d'avoir un raisonnement plus approfondi. Je déteste les stratégies de copier-coller. Premièrement, parce que ce qui fonctionne pour quelqu'un ne va pas forcément fonctionner pour quelqu'un d'autre. Deuxièmement, parce que cela fabrique des clones décérébrés sans réflexion ni fondement. Ne pas céder à la facilité, c'est donc forcément difficile. Il est toujours plus agréable de rester dans son canapé plutôt que d'aller courir dehors sous la pluie. Pour finir par se rassurer en se disant finalement ces 20 kilos que j'ai en trop, ils me vont bien. Lorsqu'on cherche à fuir une situation inconfortable, voire insupportable, la tentation est grande de trouver refuge dans une réalité alternative. Le complotiste a toujours un terreau fertile. S'il pense que les Juifs dirigent le monde, il a certainement un fond d'antisémitisme en lui. S'il pense que quelqu'un a dynamité les tours du World Trade Center le 11 septembre 2001, il a certainement un fond d'anti-américanisme. Il n'y a pas d'effet sans cause. Le complot est une manière un peu paresseuse d'apprivoiser un monde complexe dont le fonctionnement nous échappe. Avec le matraquage des réseaux sociaux, les idées sont répétées à l'infini. À force d'être réitérées, elles sont entendues, puis elles se transforment en conviction. Une idée répétée à outrance doit avoir un fond de vérité. S'il s'agissait d'un mensonge, l'idée aurait été stoppée. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui avec les réseaux sociaux. La théorie du complot est difficile à combattre puisque si on la critique, on se retrouve très rapidement à faire nous-mêmes partie du complot. Ouais, c'est chaud quand même. Ou encore pire, d'être rayé de ridicule, notamment avec la rhétorique « réveillez-vous ». Le dormeur doit se réveiller. Comme si l'anticomplotiste était endormi et vivait dans un rêve. A l'inverse, reconnaître qu'on a tort, c'est reconnaître son erreur. Et c'est très dur psychologiquement d'avouer qu'on s'est trompé sur toute la ligne. On va aller plus dans le détail dans la suite de cette vidéo. Avec l'expérience Milgram, dont on a parlé tout à l'heure, on a vu que se soumettre à une autorité aveuglément efface notre rationalité. Mais le bon sens, c'est aussi de se soumettre à certaines formes d'autorité. On peut penser que l'Amérique existe, même si on n'y est jamais allé. Dans ce cas-là, on fait confiance aux géographes et aux cartographes, parce qu'il nous est impossible de le faire nous-mêmes. Remettre tout en cause, tout en doute, c'est être paranoïaque. Un peu de paranoïa rapproche du réel, beaucoup en éloigne. Une des dernières sorties de Jean-Luc Mélenchon valide une certaine forme de théorie du complot concernant les attentats de Mohamed Merah qui seraient, selon Mélenchon, curieusement advenus avant les élections. Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été ou un meurtre, ça a été Merah en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Élysées. Tout ça, c'est écrit d'avance. Mélenchon, comment faire du neuf avec du vieux, c'est une vidéo que j'ai réalisée il y a quelques temps et qui analyse toute la stratégie de communication sur l'excellente campagne présidentielle que Jean-Luc Mélenchon a fait en 2017. Il a complètement innové et a su dépoussiérer son image vieillissante en devenant l'idole des jeunes avec de vieilles idées. Que vous appréciez ou non Jean-Luc Mélenchon, je vous invite à cliquer sur le lien dans la partie ressources en description de cette vidéo pour comprendre toute sa stratégie d'image de marque.
En faisant ce type de déclaration, Jean-Luc Mélenchon, qui est un homme politique influent, valide donc une certaine forme de théorie du complot. Les médias modernes ne sont pas en reste puisqu'ils invitent sur leur plateau de télévision des complotistes qui débattent avec des prix Nobel ou des médecins. En les mettant sur un pied d'égalité, cela leur donne du crédit. On n'invite pas un fou à s'exprimer, on invite quelqu'un qui est censé. S'il est là, c'est qu'il est crédible. Des émissions très populaires avec des scores d'audience importants comme Balance ton poste invitent régulièrement ce type de personnes sur son plateau. Dans cette vidéo, vous dénonciez le fait que le vaccin est fuité d'un laboratoire à Wuhan et vous dénonciez d'autres mensonges d'État, mais vous ne vous arrêtez pas là. C'est une sorte de panoplie un peu complotiste, hein. C'est un tout en un. Alors je réfute le terme complotiste. Oui, mais non, mais je l'assume. Je sais qu'il y a deux écoles, moi je l'assume. Je sais. C'est pour ça qu'on vous a invité à débattre. Même si l'auteur de cette vidéo, qui affirmait que l'Institut Pasteur était responsable du virus du Covid-19, a été condamné pour diffamation par le tribunal correctionnel de Senlis à une amende de 5 000 € avec sursis, sa vidéo a tout de même été vue des millions de fois. Sa condamnation a bien évidemment été beaucoup moins relayée. C'est moins sexy. On peut voir le mal que peut faire la viralité d'un événement qui suscite l'engagement. Les algorithmes de la plateforme YouTube recommandent automatiquement des vidéos de ce style à ses 2 milliards d'utilisateurs par mois. Le complot visant à dénoncer que la Terre est plate recense plus de vidéos sur le sujet qu'un humain est capable de visionner sur toute une vie. Sur YouTube, on peut ainsi développer ses pensées facilement sans être sous le joug des obligations légales comme le sont les journalistes ou la télévision. On peut voir le mal que peut faire la viralité d'un événement qui suscite l'engagement. Alors je vous rassure, je ne suis pas dupe. Je sais que les médias appartiennent à des grands groupes qui cherchent à diffuser leurs idées dans la société. Heureusement, il existe une pluralité dans les médias qui permet une divergence d'opinion, même si on peut voir actuellement un grand courant qui cherche à s'imposer. Sur YouTube, on est plus libre parce qu'il y a moins de lobby, mais sans aucun fondement sur les arguments. Dans les médias, on est moins libre, mais on est plus contrôlé dans ce que l'on peut dire. Une seule vidéo de Jean-Paul Complotte de quelques minutes peut prendre des heures à réfuter si on veut être précis. Je l'ai dit auparavant et je le répète régulièrement dans mes vidéos, l'excellence ne peut être produite à la chaîne. Si je prends simplement l'exemple de cette vidéo, elle m'a nécessité 2 jours de travail entier de recherche plus différents ouvrages que j'ai lus sur le sujet. Il m'aurait été plus facile d'exprimer seulement un ressenti après avoir visionné 2-3 vidéos de potes de Jean-Paul Complotte. Pour l'écriture du script, cela m'a nécessité une journée entière de travail et 2 jours supplémentaires entre la réalisation et le montage de cette vidéo. D'ailleurs, si vous appréciez mon travail, merci de prendre votre index pour cliquer sur le pouce en dessous de cette vidéo, ce sera majeur pour l'évolution de ma chaîne YouTube. Pensez à me mettre un commentaire en dessous, c'est toujours utile pour le référencement. Nicolas Machiavel, philosophe politique de première importance, déclara « Il est impossible d'empêcher qu'une conspiration ne soit découverte par une de ces 3 causes, trahison, imprudence, légèreté, quand le nombre des conjurés passe 3 ou 4. Dès qu'on en a arrêté plus d'un, toute la trame est découverte parce qu'il est impossible que 2 conjurés soient convenus ensemble de leur réponse. Plus le complot semble important et plus il y a un nombre croissant d'intervenants dans ce complot. Il paraît alors tout à fait impossible que rien ne filtre pour dévoiler la conspiration. À écouter de plus près les complotistes, ils vivent dans un complot permanent. Un complot qui n'en finit plus et qui trouve ses ramifications dans tous les autres complots. C'est un délire paranoïaque. Vous dites que les gouvernements sont alliés à des extraterrestres. Pompidou était un hybride extraterrestre. Il a été vu se transformer en reptilien dans l'abbaye de Westminster par un témoin. Reptilien. Des reptiliens. Genre des espèces de lézards de 3 mètres de haut. Pour qu'un complot soit jugé efficace, il doit posséder une formule sûrement secrète. Un événement rare, exceptionnel ou important, par exemple une pandémie, un principe maléfique, des personnes qui dirigent en secret, les francs-maçons, les lobbies, je ne vais pas trop en parler, un terreau fertile pour l'idée, comme l'exemple que j'ai cité plus haut avec le World Trade Center, et un mythe préexistant avec des rebondissements inattendus, capables de prendre en charge toute cette théorie du complot pour lui donner de la consistance. Et la multiplication de ces facteurs rend donc peu probable un complot qui serait capable de durer dans le temps. Amusez-vous à questionner un complotiste et vous vous rendrez vite compte que son complot s'agrège à d'autres pour élargir un peu plus la taille du complot qu'il dénonce. Et surtout, de compiler tout un tas d'arguments qui se transforment en un brouillard incompréhensible digne du meilleur scénario d'Hollywood. Je reviendrai. Certains complotistes allant même jusqu'à dire que ce n'est pas un hasard si dans le film Matrix, la date d'expiration du passeport du héros est le 11 septembre 2001. Ils ont de la suite dans les idées, les gars. Imaginez-vous 2 minutes, vous appelez Marc et vous vivez aux États-Unis. Vous avez une chaîne YouTube qui fonctionne plutôt pas mal sur un sujet qui fait parler, la revendication que la Terre est plate. Votre femme a une émission de radio qui parle du complot de la Terre plate. Eh bien, ce Marc, il existe vraiment. Marc Sargent est un des leaders du mouvement
Terre plate. Sa chaîne YouTube cumule près de 19 millions de vues. Il organise régulièrement des congrès réunissant les platistes, c'est comme ça qu'on les appelle. L'entrée pour cet événement est de 200 $. Marc Sagente vend également des t-shirts avec le slogan Terre plate. L'industrie du complot rapporte des millions et des millions de dollars à travers le monde. Marc Sagente n'en est qu'un exemple. Il suffit de regarder sur Amazon de nombreux ouvrages qu'il y a sur des sujets complotistes pour se rendre compte qu'il y a clairement une manne financière. Je vous conseille de regarder l'excellent documentaire sur Netflix La Terre à plat qui explique ce phénomène. On y voit notamment une personne qui vend des maquettes de la Terre plate. Un vrai business bien juteux. Le site regopen911.info qui conteste l'effondrement des tours du World Trade Center par des attentats vend des t-shirts Made by Bush. C'est un slogan digne d'un bon publicitaire. La publicité est reconnue pour manipuler l'intention d'achat des consommateurs. Les complotistes essaieraient-ils eux aussi de nous manipuler? Marc Sagente est pris dans un engrenage. Avouer qu'il aurait tort ruinerait sa vie, dans tous les sens du terme. Il n'aurait plus aucune autorité d'influence sur les gens de ce mouvement. Ses revenus financiers chuteraient. Et je pense que son couple aussi, vu que leur centre d'intérêt est autour du concept de la Terre plate. Les gens qui décideraient de croire encore à la Terre plate lui tourneraient le dos. Et toutes les personnes qu'il a combattues pendant toutes ces années aussi. Les platistes appellent leurs ennemis les globistes, se moqueraient de lui. On peut comprendre alors facilement qu'il n'a aucun intérêt à penser qu'il a tort, et cela même si tout lui prouve le contraire. Que la personne qui n'a jamais vu un post pour dénoncer un complot concernant le vaccin du coronavirus lève la main. Tu lèves la main, Raphaël? Le second stade décrit par le psychiatre Elisabeth Kubler-Ross, dont nous avons parlé tout à l'heure, consiste à rechercher le responsable de notre mort. Pour certains, ce sont les Asiatiques, comme on l'a vu précédemment. Et pour d'autres, il s'agit tout simplement d'un complot. L'être humain a besoin d'un bouc émissaire, mais aussi d'un héros. Ce dernier a été incarné d'ailleurs pendant un temps par le professeur Didier Raoult. L'Institut Pasteur a été montré du doigt parce qu'un complotiste avait relayé une vidéo où il avait un document dit officiel qui atteste de la création du virus par l'Institut. L'Institut Pasteur a porté plainte pour diffamation et a gagné. Beaucoup de conspirationnistes pensent que les industries pharmaceutiques ont fait en sorte que le virus existe pour pouvoir vendre leurs vaccins. Même s'il est certain que le laboratoire Pfizer va gagner beaucoup d'argent avec ses vaccins, comme d'ailleurs avec tous les autres, la courbe de son action n'a pas augmenté de manière fulgurante. Le 16 mars 2020, date de l'annonce du premier confinement, en France, l'action est à 30,18 $. Le vaccin reçoit l'autorisation sur le marché le 21 décembre 2021. Ce jour-là, l'action était à 37,38 $. Le 30 juin, l'action est à 39,26 $. Même si cela représente une augmentation de 30%, ce n'est pas une explosion de sa valeur. Beaucoup de théories expliquent que le vaccin est arrivé trop rapidement et que les phases de test n'ont pas été respectées. C'est la première fois au monde que tous les scientifiques travaillent en même temps pour trouver un vaccin, ce qui peut expliquer cette rapidité. De plus, le virus du coronavirus est issu de la famille du SRAS, qui a déjà été étudié depuis plusieurs années. En décembre 2020, Nicolas Dupont-Aignan, leader politique du mouvement Debout la France, affirme que même le PDG de Pfizer, Albert Bourla, refuse de se faire vacciner. Et il y a une chose qui m'étonne, c'est que le président de Pfizer ne veuille pas se faire vacciner. Il l'a dit à CBS News. Donc j'aimerais que le président de Pfizer montre l'exemple. Je sais pas et j'aimerais... Mais en réalité, Nicolas Dupont-Aignan tord la réalité. Il est victime du biais de confirmation. Il a certainement vu l'interview de Albert Bourla à CBS News, mais n'a pas entendu la même chose que tous les spectateurs. Il a retenu uniquement ce qui l'intéressait. Le PDG de Pfizer indique qu'il n'est pas en première ligne pour se faire vacciner, mais que dès que son heure viendra, il le fera, ce qui est tout à fait différent. You have not yet had your shot. When do you plan to get it? Sooner I can, I will. The only sensitivity here, Meg, is that I don't want to have an example that I'm cutting the line. That I am 59 years old, in good health. I'm not working in the front line, so my type is not recommended to get vaccination now. Aujourd'hui, on veut vite parler à cause de la vitesse de propagation des réseaux sociaux. Ils vont très vite pour relayer les infos. On en tire plus d'influence en étant le premier à relayer, quitte à ce que l'information soit fausse. L'heure n'est plus à recouper les infos et à les analyser. D'ailleurs, comme pour YouTube, il faut faire plein de vidéos sans réel fond. La palme du complot reviendra tout de même à tous les conspirationnistes qui ont vu une doublure de Emmanuel Macron lorsqu'il a annoncé qu'il était positif au Covid-19. Nous sommes vendredi et je voulais m'adresser à vous parce que, comme vous le savez, depuis hier matin, j'ai été testé positif à la Covid-19. En comparant une photo à cette vidéo, les complotistes déduisent que ce n'est pas le vrai président de la République qui est face caméra. Deux films avec deux objectifs différents, dans un lieu différent, avec des lumières différentes, ne sera pas 100% identique. Et surtout,
quel serait le but de cette manœuvre. Pour rajouter du doute au doute, certains influenceurs auraient été contactés pour faire des contenus sponsorisés pour démontrer l'inefficacité du vaccin Pfizer par rapport au vaccin AstraZeneca et que ce premier serait mortel. Plusieurs influenceurs français ont révélé avoir reçu une proposition de partenariat pas comme les autres. Se servir de leur notoriété pour critiquer publiquement le vaccin Pfizer-BioNTech. Tout concorde pour arriver à une réelle hystérie autour du coronavirus. Mais dans cette hystérie collective, ne serait-ce pas essentiel de retourner aux faits et uniquement les faits? Même si le sujet du complot s'éloigne de l'idée principale de cette vidéo, je me devais de le traiter parce qu'il fait partie intégrante de l'événement du coronavirus. Même si le sujet du complot s'éloigne de l'idée principale de cette vidéo, je me devais de le traiter parce qu'il fait partie intégrante de l'événement du coronavirus. Il y a quelques points à en retenir. Le doute fait partie du chemin. Tout le monde traverse des phases de doute. C'est un passage obligé dans l'accomplissement d'un objectif. On ne peut être toujours certain de ce que l'on fait. Lorsque vous vous mettez à douter, pensez à l'objectif que vous vous êtes fixé. Sur cette chaîne YouTube, je vous parle régulièrement d'excellence. Je vous invite à préférer toujours la difficulté à la facilité. Les sirènes de la facilité contraignent à la passivité. La facilité n'est pas un engrenage de l'excellence. La difficulté amène à l'action et surtout à l'excellence. Si je prends l'exemple de cette vidéo, j'ai eu beaucoup de difficultés à la réaliser. Si j'avais voulu traiter le sujet plus en surface, en donnant moins de qualité, j'aurais cédé aux sirènes de la facilité. Ce n'est pas parce qu'une idée est matraquée qu'elle se transforme en réalité. Les réseaux sociaux sont créés avec un algorithme qui valide votre biais de confirmation. Vous pensez qu'il faut absolument communiquer sur tous les réseaux sociaux afin d'étendre votre message, vous recherchez du contenu dans ce sens sur ces derniers, eh bien tous les réseaux sociaux vous montreront des contenus qui valident votre idée. Pourtant, il n'est pas nécessaire d'être présent sur tous les réseaux sociaux pour accroître l'influence de votre société. Vous pouvez uniquement vous concentrer sur un seul canal, un seul produit, mais le faire très bien. Les complotistes sont les champions de la monétisation de leur théorie. La déclinaison de votre produit, une fois que celui-ci est validé par vos clients, est une excellente manière d'accroître votre chiffre d'affaires. Organisation d'événements physiques, création de produits physiques. L'important est seulement que tout soit raccord. Lors de ce cycle du coronavirus, on a vécu au rythme des chiffres. Le nombre de cas, le nombre de morts, le nombre de vaccinés, le nombre de cas sur le variant. Ce compte à rebours quasi quotidien ne fait qu'accentuer l'hystérie autour de cette épidémie. En janvier 2020, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, communique tous les jours sur le nombre de malades et de décès pays par pays. Mais les chiffres de cas déclarés ne donnent pas le nombre de personnes malades ni de personnes infectées. Ce n'est que le décompte de cas confirmés de la maladie qui ont fait l'objet d'une déclaration spécifique auprès de l'OMS. Ces chiffres dépendent donc des moyens de dépistage de chaque pays et des moyens de ceux-ci. Parfois, le virus ne donne pas de symptômes, donc il est indétectable. Les chiffres sont donc faux, même s'ils donnent des indicateurs. Chaque pays a sa manière de comptabiliser les cas. La vérité sur tous ces chiffres et sur la contamination du Covid-19 ne sera connue qu'après la pandémie, une fois sorti de cette hystérie collective. Selon Laurent Tobiania, épidémiologiste chargé de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et directeur de l'Institut de recherche pour la valorisation des données de santé, 95% des gens testés sont négatifs. Sur les 5% restants, 80% ont moins de 60 ans. Donc, ils ne vont pas développer de forme grave. Il reste donc 20% des 5% qui sont susceptibles de développer une forme grave. Être positif ne signifie nullement que l'on va développer la maladie. L'immense majorité, 85% des cas, des personnes infectées resteront asymptomatiques, c'est-à-dire ne s'apercevront même pas qu'elles sont atteintes du virus. Emmanuel Macron confirmera lors d'une de ses allocutions que 85% des malades décédés sont des personnes âgées. Le journal télévisé de France 2 ira aussi dans ce sens. L'âge est le facteur prépondérant. 85% des malades décédés ont plus de 70 ans. Les victimes sont des personnes âgées, souvent atteintes d'autres pathologies. Chez les plus de 80 ans, le taux de létalité du coronavirus monte à 15%. À l'inverse, pour les moins de 39 ans, ce taux chute à 0,2%. La société fait donc le choix de protéger les anciens en paralysant toute la société pour un virus qui s'avère être très peu mortel. Sur la gravité du virus, on entend beaucoup de choses aussi. Ce virus est très mortel, très létal. C'est vrai ou c'est faux? Faux. Pour l'instant, on compte 2700 décès en Chine et 77 504 contaminations, soit un taux de mortalité, si on le calcule, de 3,4%. Mais ce chiffre semble largement surestimé puisque tous les malades n'ont pas forcément été identifiés. La dernière étude chinoise du 21 février évoquait plutôt un taux de mortalité de 2,3%. C'est plus que la grippe saisonnière, 0,1%, mais beaucoup moins que l'épidémie de SRAS, 9,6%. Pour le ministre de la Santé,
la grande majorité des cas sont sans gravité. Écoutez. Afin d'être le plus précis dans les chiffres de cette vidéo, je suis allé sur le site de l'INSEE pour avoir des données concernant l'évolution du nombre de décès par mois et par année en France. J'ai téléchargé le tableau des données et je vous en ai fait une synthèse que je vais afficher ici. Bien évidemment, le lien original de l'INSEE sera en ressources dans la partie description de cette vidéo. Sur ce tableau, j'ai donc récupéré le nombre de décès par mois pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020. Les données pour l'année 2021 n'étant pas complètes sur le site de l'INSEE, j'ai choisi de ne pas les incorporer au tableau. J'ai fait une moyenne du nombre de décès ces 3 années, 2017, 2018, 2019, afin de les comparer à 2020. Les mois en bleu représentent des mois où il y a eu moins de morts. Les mois en orange, des mois où il y a eu moins de 10% de hausse de décès. Et en rouge, les mois où il y a eu plus de 10% de hausse de décès. On peut donc voir qu'il y a eu 3 mois de baisse en 2020, 4 mois avec une hausse de moins de 10% et 5 avec une hausse de plus de 10%. L'année 2020 aura compté 59 042 décès de plus que la moyenne des années 2017 à 2019, soit une hausse de 9,6%. 59 042 décès représentent 0,088% de la population totale française. Avril, mois de l'apparition du virus, novembre et décembre sont les 3 mois les plus mortels. Emmanuel Macron déclare en octobre 2020 qu'il s'attend à 400 000 morts supplémentaires d'ici quelques mois. À très court terme, cela signifie le tri entre les patients à l'hôpital. Et d'ici quelques mois, c'est au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer. En juillet 2021, soit 9 mois plus tard, nous sommes à 110 000 morts, alors que la fin octobre 2020, la France était à 36 000 morts. Évidemment, ce ne sont que des chiffres et un décès amène tout un lot de tristesse et de malheur pour une famille que l'on se doit de respecter. Emmanuel Macron réagit donc encore avec la peur. Souhaite-t-il donc manipuler la population par la peur? Dans quel but? Malheureusement, je n'ai pas de réponse à ces questions. Ce qui est certain, c'est que les chiffres peuvent être interprétés de manière différente. Le nombre de cas ne fait que croître de manière quasi exponentielle, alors qu'en parallèle, on fait beaucoup plus de tests. Il est certain qu'il y a une relation de cause à effet. C'est une simple évidence arithmétique. Comme le dit la Française des Jeux, 100% des gagnants du loto ont acheté un billet. De plus, selon le site Géode de Santé publique France, en octobre 2020, le gouvernement français choisit d'additionner le nombre de personnes en soins intensifs avec celles en réanimation, ce qui gonfle les chiffres. Comme on a pu le voir avec le tableau des chiffres que j'ai téléchargé sur le site de l'INSEE, les chiffres peuvent être interprétés de manière différente. Il faut donc s'en méfier. 59 000 morts, ça peut paraître peu, mais dans une société qui cherche à rallonger la durée de vie de sa population, c'est toujours trop. On le verra d'ailleurs plus en détail dans la conclusion de cette vidéo. C'est pour ça qu'il est indispensable d'avoir le maximum d'infos autour de ces chiffres. Il ne faut pas prendre comptant un chiffre qu'on vous jette à la figure. Je vois souvent des publicités sur Internet des entrepreneurs qui ne parlent que de chiffre d'affaires. Parle-t-on de marge, des réinvestissements? Ce chiffre d'affaires, en réalité, sert à manipuler vos émotions afin de vous faire rêver. Mais le rêve, c'est essentiellement pour les personnes qui dorment. Les complotistes qui regardent cette vidéo vont être contents. Réveillez-vous! Souvenez-vous que c'est à nos frais que seront les dégâts. L'épidémie a un coût. Savoir qui va payer reste un sujet peu évoqué, même si on en a une petite idée. Les tests en France sont gratuits, pense la population. Ce n'est pas tout à fait la réalité. Ce coût est imputé à la sécurité sociale, qui est principalement financée par des cotisations sociales versées aux URSSAF par les employeurs. Cela amènera certainement une augmentation de celle-ci pour pallier à cette dépense et par effet de vase communicant, le coût du travail va donc augmenter. Le produit fabriqué avec le travail aura un prix supérieur. Le produit facturé va augmenter. C'est donc le consommateur qui paiera, mais de manière différée. Gratuit, ça n'existe jamais. Il y a toujours quelqu'un qui paye dans la boucle. Les dépenses de l'État pour faire face à la crise s'élèvent à 86 milliards d'euros. Cette somme est entièrement décorrélée de la réalité de la population. Le salaire médian des Français en 2020 est de 2 335 € selon l'INSEE. Il faudrait donc aux Français moyens un peu plus de 6,3 millions d'années pour toucher cette somme. Donc c'est impossible à concevoir. De plus, aujourd'hui, la valeur de l'argent n'a plus réellement de fondement. Il s'agit juste d'appuyer sur le bouton entrée du clavier d'un ordinateur pour envoyer de l'argent à une autre personne. La valeur de l'argent n'est plus en rapport avec l'or. Dans les temps plus anciens, quand un État prêtait de l'argent à un autre, il fallait que celui-ci envoie une escorte avec des pièces d'or d'un point A à un point B. L'argent avait une vraie valeur, alors qu'aujourd'hui, cela ne vaut plus rien dire. La monnaie continue seulement à exister parce que l'on y croit. Dans ce cas précis, la croyance est plus importante que le produit. On pourrait même dire que la croyance est la véritable valeur par rapport à la monnaie, puisque sans celle-ci, la monnaie reste un bout de métal ou juste un bout de papier. Pour écrire certains passages de cette vidéo, je me suis appuyé sur 2 excellents ouvrages. Alors, Coronavirus, autopsie d'un délire de Marc Halévy, livre très court mais efficace avec une écriture un peu virulente qui m'a fait sourire à plusieurs passages. D'ailleurs, j'ai également bien ri en lisant le second ouvrage qui m'a aidé à écrire cette vidéo. Merci Raphaël.
Comment il s'appelle ce livre? Il s'appelle L'opium des imbéciles, la critique du complotisme est un sport de combat de Rudi Reichheit. Rudi est spécialiste du sujet. Je vous invite vraiment à lire ce livre si vous êtes intéressé par le fondement de la théorie du complot. L'analyse est pertinente, efficace. Bien évidemment, les liens pour acheter ces deux livres sont en description dans la partie ressources sous cette vidéo. L'épidémie du coronavirus a souligné à quel point l'être humain a peur de mourir. Celui-ci tue principalement des personnes âgées et assez peu de personnes développent les symptômes du virus. Même si l'épidémie a tué à ce jour 4 millions de personnes sur Terre, soit 0,5% de la population totale. On peut donc en conclure que très peu de gens en meurent, 0,16% de la population française depuis le début de l'épidémie. Mais pourtant, sa capacité à se propager rapidement provoque une peur incontrôlable. Et puis, au fond de la bonne santé, pourquoi faire? Deux visions s'opposent dans cette crise. La première est que chaque personne a le droit de vivre pour elle-même le plus longtemps possible et le mieux possible. C'est l'option à la française. L'autre répond que la société se doit de prendre en charge la santé de celles et ceux qui contribuent vraiment à sa prospérité. C'est l'option chinoise. Ce qui est certain, c'est que le virus n'a pas d'idéologie. De simples lois et décisions gouvernementales ne peuvent le stopper. Cette vidéo est plus longue qu'à l'accoutumée, elle s'éloigne un peu du sujet principal de ma chaîne, mais je trouvais très intéressant d'explorer dans le détail l'événement du Covid-19. Le gouvernement agit plus par peur que par réelle conviction. À aucun moment, nous, en tant que leaders, nous devons laisser les émotions diriger notre bateau. Se soumettre à l'autorité, oui, dans certains cas, mais dans d'autres, nous ne devons pas l'accepter telle qu'elle, sans un minimum d'analyse et de fondement. L'attrait de la vie n'existe que parce qu'elle est éphémère. Plus elle avance, plus la société veut maîtriser et réduire son nombre de morts, quitte à en devenir complètement ridicule. L'être humain pense-t-il être si fort qu'il puisse déjouer la mort? L'humain pense indéfectiblement qu'il est l'être supérieur de la planète? Vraiment? Une bactérie mesure 1 à 5 micromètres. Un micromètre mesure 1 millionième de mètre. La taille moyenne d'un homme est de 1,75 m. L'univers observable serait de 450 000 milliards de kilomètres. L'homme n'a conscience de l'infiniment petit que lorsque celui-ci le menace. Et il n'a conscience de l'infiniment grand que lorsque celui-ci le menace. 99% des espèces qui ont vécu sur Terre ont aujourd'hui disparu. L'homme est tout récent sur la planète Terre et il représente seulement 0,004% de son histoire. Pourtant, il pense maîtriser l'histoire de celle-ci. Il pense également être le maître supérieur de cette planète. Par quels critères se manifeste la supériorité de l'homme? L'homme est 3 fois moins nombreux que les poules. L'intégralité de l'humanité ne pèse pas plus lourd que les fourmis. L'homme, sur un ring, face à un gorille, se rendrait vite compte qu'il n'est pas le plus fort. L'homme n'est certainement pas le plus grand. Face à une girafe, il paraît bien petit. Les humains vivent bien peu de temps en comparaison d'une tortue. L'homme n'est donc pas si supérieur que ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Est-ce que cette vidéo vous a convaincu quant à l'analyse du coronavirus? Allez-vous vous faire vacciner? J'attends vos avis dans les commentaires et n'oubliez jamais qu'il ne sert à rien d'être la copie d'une copie, sinon on se transforme en photocopieur. Je vous invite à regarder la vidéo qui vient de s'afficher en cliquant dessus. À l'intérieur, vous pourrez retrouver encore plus d'informations qui pourront vous permettre d'avoir une image de marque différente, d'innover et d'être créatif sur votre marché. Merci pour votre fidélité.